Bonjour, donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc Émile l'a parfaitement rappelé, on va traiter donc de la guerre d'Algérie et particulièrement à la fois de son déroulé et de ses leçons politiques. Globalement, on va commencer par rappeler la situation après la Seconde Guerre mondiale, puis nous verrons globalement pourquoi la guerre d'Algérie est-elle importante. Donc ça c'est le début, c'est par là auquel on va commencer. L'Algérie dans la Seconde Guerre mondiale n'a pas de particularisme. Elle abrite le gouvernement provisoire pendant un temps, mais elle n'est pas au cœur de cette guerre-là. C'est tout de suite après, c'est en 1945 où on va commencer à voir les premiers balbutiements, on va dire ça comme ça, d'un mouvement indépendantiste et assez nationaliste algérien. On va avoir la mort évidemment le 8 mai 45 de quelqu'un qui brandit le drapeau de l'Algérie, qui va être tué par un commissaire de police à Alger. Mais on n'a pas on commence à voir apparaître des tensions. Pourquoi? Parce que ça vient d'un colonialisme qui est différent, c'est-à-dire que il y a certes une différence qui est faite entre les autochtones musulmans et les Français de métropole, mais déjà on est dans une colonie de peuplement. C'est-à-dire que là, le débat entre une colonie simplement économique et une colonie d'assimilation, on a tranché, c'est-à-dire qu'on veut une colonie de peuplement avec un peuple français. On veut faire de l'Algérie la France. Il y a une vraie volonté d'en faire la France, avec une structuration départementale, avec une vraie administration locale et assez métropolitaine dans le fonctionnement. Mais on a par exemple la différenciation entre les musulmans et les autres. Avant, il y avait même une différenciation avec les juifs qui sera comblée à la fin du XIXe siècle, où justement, partout en France, les juifs vont pouvoir acquérir la nationalité française. Donc on va aussi l'appliquer en Algérie. On n'a pas une législation qui est très différente en Algérie. Et donc on va donc voir en quoi la guerre d'Algérie est-elle charnière dans notre histoire contemporaine. En effet, on se réfère souvent à la Seconde Guerre mondiale, tant le camp national, en tout cas les plus gogoles, les gogoles 88 comme tout le monde les appelle, ou les gauchos qui répètent facho à tire-larigot, tout le monde se réfère à la Seconde Guerre mondiale, mais quand on étudie un peu plus profondément les rapports sociaux et qu'on étudie un peu profondément la sphère militante à proprement parler, on se rend compte que c'est beaucoup plus la guerre d'Algérie qui revient, et que malgré le fait qu'on en parle peu, l'opposition OAS-gaullisme est ce qui reste dans le champ politique l'opposition la plus importante. Malgré les multiples incidents qui disent que oui, vous êtes des fachos nazis, etc. Donc voilà, c'est ça qui est important. On va d'abord commencer par voir le déroulement de la guerre d'Algérie. Pour comprendre en quoi elle est importante. Si ce n'était qu'une guerre assez simple et assez basique d'opposition, il ne serait pas aussi utile d'y revenir, mais là on se rend compte en étudiant le déroulé que les acteurs qui la composent et les symbioses et les oppositions justement de ces mêmes acteurs montrent déjà des oppositions qui existent encore aujourd'hui, dans le champ politique notamment. Déjà, on va commencer par un peu rappeler l'évidence. La guerre d'Algérie est une guerre qui ne dit pas son nom. Ni d'un côté ni de l'autre. En métropole, on parle des événements d'Algérie. Enfin, tout le monde connaît ce terme, je pense. Il fait un peu partie du folklore militant. Un peu partie du folklore militant pour certains. Au-delà de ces événements d'Algérie qu'on trouve relatés dans les journaux, etc., il y a même de l'autre côté, il y a une volonté de ne pas parler de guerre. On veut l'indépendance assez spontanée du peuple. On ne veut pas une opposition sur la durée. C'est assez asymétrique. L'armée française, même si très affaiblie à la fois par la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Indochine, l'Algérie, on ne veut pas de cette guerre, parce que déjà en fait l'Algérie, dans la culture populaire, c'est la France. C'est-à-dire qu'on sort de la guerre d'Indochine, mais l'Indochine c'est relativement loin, et l'Indochine était pour la majorité des territoires indochinois, étaient des protectorats. Il n'y avait pas de peuplement à proprement dit. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, où il n'y a pas de ressentiment anti-français spécifique aux anciens territoires indochinois, et il n'y a pas non plus de grandes marques françaises. Quand vous allez au Vietnam ou au Cambodge, par exemple, vous n'avez pas de rue traduite en français.
qui, par exemple, si vous allez au Maroc ou même dans les pays d'Afrique subsaharienne, eh ben, vous avez encore le français qui est très présent, ce n'est pas forcément le cas en Indochine. Donc on sort de cette guerre-là, mais on ne veut pas, il n'y a pas une volonté de la part des belligérants de rentrer en opposition frontale. Donc on a bien vu qu'il y a des différents belligérants qui s'opposent. Globalement, on a d'un côté les Français, c'est très large comme terme, c'est très très large comme thème. Alors qui on a dans les Français? On a d'abord l'armée française. Alors c'est un vaste sujet, l'armée française en Algérie, on aura l'occasion ce soir d'y revenir. L'armée française en Algérie, ce sont les gendarmes, ce sont les contingents présents sur place. C'est ça qui dans un premier temps va intervenir. On n'a pas une volonté d'envoyer tout de suite l'armée. Ça ne se fera que plus tard, et dans le déroulement par date qui suivra, on aura l'occasion de le rappeler. C'est à partir seulement de 56, quelques années après, donc déjà 2 ans, qu'on va commencer à bien marquer la présence militaire. Mais dans un premier temps, on n'a pas une volonté d'engager l'armée, parce que déjà elle sort de l'Indochine, et tout de suite après l'Indochine, beaucoup vont être envoyés en Algérie. Mais dans cette armée, il y a aussi le contingent. Alors le contingent, je pense que vous le savez, dans les années 50 et 60, le service militaire est obligatoire. Il est de 24 mois, si je ne me trompe pas. Et l'Algérie, je rappelle que c'est la France. Dans la culture populaire et dans la culture... dans l'imaginaire de tous les Français. L'Algérie, c'est la France. Et donc, on peut envoyer le contingent en Algérie, c'est ce qui va être fait. Fin des années 50 à peu près. Et donc à partir de ce moment-là, dans la mémoire collective, la guerre d'Algérie prend sa tournure de guerre. On a pu cette volonté on veut pacifier l'Algérie, on parle toujours des événements d'Algérie dans la presse, etc. Mais on sait qu'il y a une opposition franche et qu'en face, c'est des vrais combattants. Ce n'est pas simplement des groupes un peu opaques, etc. On sait que c'est des vrais combattants en face. Et il y a beaucoup de généraux qui ont fait l'Indochine, il y a énormément de choses qui se passent en fait. C'est très complexe l'armée française en Algérie, et c'est très loin d'être quelque chose de monolithique. D'ailleurs, dans la mémoire, et ça on reviendra ça dans la partie 2, la deuxième partie qui constitue les leçons politiques de la guerre d'Algérie, dans les mémoires de la guerre d'Algérie, les mémoires sont extrêmement différentes. Entre les harkis, donc les soldats, les supplétifs musulmans locaux, qui vont combattre aux côtés de la France, et les gens du contingent, la mémoire est extrêmement différente. Pour ma part, j'ai un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie dans le contingent. Il n'a pas du tout la même mémoire que par exemple des harkis que j'ai rencontrés ou d'anciens soldats professionnels que j'ai pu rencontrer également, qui ont une mémoire complètement différente, à la fois des événements, du déroulé des événements, mais également des suites et des implications politiques que constitue la guerre d'Algérie. Donc ça, c'était l'armée française globalement. Ensuite, nous avons, entre guillemets, les civils français. Émile l'a rappelé, l'OAS, l'organisation armée secrète. On peut déjà voir qu'il y a un lien avec la résistance. La Seconde Guerre mondiale n'est pas loin derrière, en soi. Elle est à peu près 15 ans avant, si je sais encore compter, mais ça m'étonnerait que je sache encore compter. Et donc on y fait très grandement référence à la résistance dans l'OAS, car on veut résister au pouvoir gaulliste qui est vu comme un traître, comme le régime de Vichy était vu comme des traîtres à la France. Donc il y a déjà 2 OAS aussi, ce qu'il est bon de rappeler. Émile nous a dressé le portrait de militants d'Action française, et la plupart des militants d'Action française qui se sont engagés dans l'OAS étaient de l'OAS Métropole. En effet, il y avait l'OAS Métropole qui était pour une très grande majorité composée de civils. Il y avait des militaires évidemment, mais c'est une très grande majorité de civils. Mais également, il y avait l'OAS en Algérie. Et les 2 OAS avaient des fonctionnements différents, ne communiquent pas forcément entre elles. Déjà parce qu'on a une époque où la communication n'est pas forcément aisée. Et au-delà de ça, l'OAS est de sociologie très différente. En Algérie, c'est extrêmement majoritairement d'ailleurs l'armée. Également, l'OAS est très imbriquée dans ce qu'on appelle à l'Action française le pays légal. En tout cas en Algérie. Ce qui n'est pas du tout le cas en métropole.
L'OS en Algérie a des liens avec la police, a des liens avec l'armée. Tout le monde sait qui sont les gens de l'OS et personne ne les dénonce. Telle est la réalité. Également, on a des partis politiques qui vont se monter. Ça, je le dis juste parce que je trouve ça très drôle, le fait qu'il y a un parti politique qui se nomme FAF, Front pour l'Algérie française, qui se monte. J'ignore si c'est une référence au qualificatif FAF, facho, etc. Je pense, mais je pense. Je suis partagé à ce sujet-là et j'avoue que je n'ai pas poussé ma recherche dans ce sens-là. Également, beaucoup vont rejoindre l'Action française qui va reprendre et un peu revivre un peu de ses cendres au moment de la guerre d'Algérie. Parce que l'Action française va être très impliquée dans ce combat-là, Émile l'a rappelé. C'était toute ma partie, mais Émile l'a brillamment rappelé. Donc voilà, je vous ai un peu dressé le portrait de quels sont les belligérants fortement engagés pour l'Algérie française. Il est bon de rappeler qui est-ce qu'il y avait en face, parce que c'est bien beau d'avoir un camp, mais il faut l'autre. Premièrement, il y a le FLN, le Front de Libération Nationale, qui sont globalement un groupe terroriste. Il faut pas non plus cacher la vérité quand elle éclate au grand jour, c'est un groupe terroriste. Ce groupe terroriste cherche à négocier avec les Français, il cherche à se faire entendre par les Français, il ne cherche pas à détruire l'Algérie. Il ne cherche pas à mettre l'Algérie à feu et à sang, juste pour mettre l'Algérie à feu et à sang. Il veut mettre l'Algérie sans du tout, il veut se faire entendre des Français, mais il ne cherche pas à raser l'Algérie. Il n'est pas dans cette optique-là. Il y a également le mouvement national algérien, donc le MNA. Ces deux groupes, bien que pro-Algérie française, ne sont pas, d'accord, des groupes amis. Ils se détestent. D'ailleurs, on y viendra dans la deuxième partie, mais j'aime bien vous rappeler un peu des petites choses. Le MNA et le FLN vont se livrer de grandes guerres d'influence, donc. Et aujourd'hui, en Algérie, on parle quasiment pas du MNA. Parce que c'est le FLN, le grand libérateur, etc. Les autres mouvements plus minimes, on minimise énormément leur implication, bien que le MNA, au début des événements d'Algérie, donc en 54, 55, jusqu'en 56, 57, il est aussi puissant que le FLN. C'est juste que le FLN prendra le dessus et fera disparaître, en fait. Donc voilà, ça, on a globalement les plus impliqués directement dans la lutte armée, entre guillemets, nationaliste algérien. Mais tous ces partis, en fait, ont des soutiens qui viennent majoritairement de la gauche, du Parti communiste français, du Parti communiste algérien aussi. Il se monte un Parti communiste algérien, le PCA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on en revient à un contexte bien plus large, qui est le contexte décolonial, en fait, qui est le contexte de la guerre froide. Où justement, les deux grandes puissances sont les États-Unis et l'URSS, pardon, j'ai perdu mes mots, sont anticoloniales en fait. Bien que les États-Unis aient soutenu la France dans la guerre d'Indochine, mais juste parce que c'était des communistes en face. Hein, mais ils sont très très anticoloniaux, les États-Unis. Donc voilà, je vous ai un peu dressé le portrait. Également, je vous note aussi que nous sommes au début de la guerre d'Algérie sous la 4ème République, d'accord ? Il est très important de se retenir ça, et que la 4ème République, spoil, ne se relèvera pas, et donc l'armée française ne s'entendra pas toujours avec l'OAS, en Algérie oui, pas forcément trop mal. Ce sont des rapports qui, selon personnellement qui vous avez en face de vous, en tout cas dans le camp français, sont extrêmement différents. On en revient toujours en fait aux personnes qui composent ça. Donc voilà, vous avez globalement les belligérants. Maintenant, globalement, il faut comprendre le déroulement. Il est assez difficile de dater le début de la guerre d'Algérie. Pourquoi ? Pour une raison toute simple, qui est que c'est un glissement progressif dans la guerre. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on pourrait très bien dater le début de la guerre d'Algérie en 1945. Pourquoi ? Parce que c'est les premiers morts globalement. On n'a pas, comment dire ? On n'a pas un déclenchement net.
on n'a pas une déclaration de guerre. Je rappelle que ce sont des groupes terroristes informels qui sont face à nous. Enfin, face aux Français, pardon, j'ai dit nous par un peu abus de langage. Et donc voilà. Ça, ce sont les belligérants. Maintenant, le déroulement. Donc, on commence à dater par la Toussaint Rouge, qui se déroule donc le 1er novembre 54, qui est une vague d'attentats énormes en Algérie, par globalement l'ALN, qui est l'armée de libération nationale, qui est complètement noyautée par le FLN. Mais voilà, c'est une vague d'attentats assez énorme, et c'est majoritairement là où on date le début de la guerre d'Algérie, c'est là où ça commence. Viendra ensuite l'opération Oiseau Bleu en 56. De 54 à 56, ce sont des attentats assez répétés, mais on parle toujours d'événements. Ce sont des attentats, les groupes qui composent les pro-indépendance, ou au minimum ceux qui veulent discuter avec les autorités françaises, sont des groupes très minoritaires, très peu audibles en fait. Et donc on parle d'événements en Algérie. On n'a pas encore l'idée qu'on va basculer dans un conflit en fait. Et donc à partir de ce moment-là, on envoie l'armée à l'opération Oiseau Bleu qui a pour but en fait de un peu quadriller le désert. Donc on enverra la Légion étrangère. Normalement, c'est les débuts en fait d'une guerre qui commence vraiment à devenir violente. En 56, on a l'expédition de Suez, pardon, pas du tout de Suède. Qu'est-ce que l'expédition de Suez? C'est un petit aparté, c'est juste que ça se passe en même temps que la guerre d'Algérie, mais c'est simplement une opération contre l'Égypte qui voulait nationaliser le canal de Suez, ah mince, j'y arriverai jamais. Et en fait la France et l'Angleterre interviennent, mais gagneront militairement et perdront politiquement en fait face aux États-Unis. Et pourquoi c'est important dans la guerre d'Algérie, enfin important entre guillemets, c'est parce que l'Égypte aide en fait les rebelles algériens. Se suivra en fait quelques mois plus tard d'ailleurs, entre le 7 janvier et le 24 septembre 57, la bataille d'Alger. En effet, on envoie l'armée directement dans Alger, des barricades se montent, etc. C'est sanglant. Et d'ailleurs, c'est là où on voit une cassure, en fait. Une cassure entre quoi et quoi. Bon, je veux bien que le bac de spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, je crois, est passé, mais on a une cassure en fait entre la guerre réelle et la guerre absolue. Qu'est-ce que la guerre réelle pour ceux qui n'auraient pas suivi ces cours? Une guerre réelle est une guerre où on cherche une guerre de moindre importance, de moindre implication plutôt, où donc on met des moyens limités, où on n'a pas pour but de détruire son adversaire, mais de négocier afin de récupérer du territoire. Finalement, c'est comme ça, et il y a un faible brouillard de guerre. Qu'est-ce qu'un brouillard de guerre? Tout le monde a joué globalement, je pense, à Total War. Un brouillard de guerre, c'est que vous savez, quand il y en a peu, en tout cas dans la guerre réelle, il y a peu d'incertitude par rapport à l'ennemi. Globalement, par exemple, l'Oiseau Bleu, on sait où se cache l'ennemi. Pareil à la bataille d'Alger, on sait qu'il est dans Alger. Et donc on a une cassure vers une guerre absolue. Voilà. Qu'est-ce qu'une guerre absolue? Eh ben, c'est un peu l'exact opposé. Une guerre absolue, c'est une guerre, entre guillemets, qui n'est pas totale, mais où les moyens sont beaucoup plus grands, où du coup la violence est beaucoup plus grande, et là, on ne cherche plus à négocier, mais à réellement détruire. Et d'ailleurs, à partir de 57, on voit une rupture dans les stratégies, ou en tout cas dans l'implication que vont mettre le FLN, l'ALN et tous les mouvements pro-Algérie française dans la violence qu'ils vont déployer. C'est-à-dire qu'avant, là où ils pouvaient hésiter à faire des attentats sur des civils, maintenant, ils vont cibler quasi systématiquement les civils. Et voilà. Et là, du coup, on passe à une guerre qui est beaucoup plus larvée, en fait, pour les Français, mais qui est assez importante. Et donc voilà, on a cette cassure. On aura, en 57, donc l'encadrement de l'Algérie. Qu'est-ce que l'encadrement de l'Algérie? C'est globalement on va fortifier les frontières. En effet, le Maroc passe indépendant et la Tunisie passe indépendante début des années 50 et les terroristes algériens, les groupes du FLN, etc. se cachent en fait dans ces pays-là et n'hésitent pas à faire des allers-retours. Il y aura d'ailleurs un incident diplomatique à peu près dans ces eaux-là où la France fait bombardera un village algérien, n'importe quoi. Elle bombardera un village tunisien en fait et l'ONU reprendra la France en disant arrête, qu'est-ce que tu fais?
Et donc on a une violence qui monte, on a c'est là où on commencera par les tortures en Algérie, et c'est là où les moyens mis en place en fait par l'armée française vont énormément augmenter. Déjà, comme je vous l'ai dit, on a l'envoi du contingent, et en plus on a un redéploiement des troupes vers l'Algérie. Mais on parle, attention, en métropole, on parle toujours des événements d'Algérie. Et donc, qu'est-ce qui marque ça? Bah, comme je vous l'ai dit, c'est l'encadrement de l'Algérie, et c'est un enlisement du conflit. Pourquoi les rebelles passent à une tactique beaucoup plus violente et pourquoi la France voit toujours plus de militaires? C'est parce qu'on commence à s'enliser. Je rappelle, on commence à dater à partir de 54. On est en 57. 54, 55, 56, 57, ça fait 4 ans. 4 ans qu'on est empourpré dans l'Algérie, où l'Algérie, ce sont des départements français, dans lesquels il y a une guérilla. Il y a une vraie guérilla, il y a de vrais attentats, quasiment tous les jours. Et donc, on commence à s'embourber. Et donc, on commence à réfléchir à des solutions. On connaît tous le parlementarisme, et sa grande capacité à faire globalement n'importe quoi. Et donc, on va s'empêtrer dans des crises, dans des contre-crises, dans des cabinets qui sautent toutes les 2 semaines, etc. Et donc, on a un peu l'homme providentiel qui apparaît à ce moment-là, c'est De Gaulle. De Gaulle apparaît un peu comme, encore une fois, le libérateur, le sauveur, en fait, de cette Algérie française. Seul lui peut revenir, etc. De Gaulle qui était en retraite depuis 47, à peu près. Et donc, à partir de ce moment-là, De Gaulle revient, sa condition c'est poser justement une nouvelle constitution, comme il a toujours voulu le faire. Donc, il va poser une constitution pour rassurer les parlementaires. La constitution de la 5ème République est une constitution parlementariste. Si vous lisez la constitution de la 5ème République, que vous étudiez la constitution de la 5ème République, c'est une constitution parlementariste. Le président, constitutionnellement, a peu de pouvoir, mais dans les faits, il peut s'accaparer beaucoup plus de pouvoir. C'est le gouvernement responsable devant le Parlement, etc. On a un Parlement qui peut être fort. C'est juste que, vu que c'est De Gaulle qui l'a faite et qui l'a façonnée, on a une constitution très présidentialiste. On a même une constitution qu'on peut dire présidentialiste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas présidentielle comme aux États-Unis, mais elle n'est pas parlementariste comme sous la 3ème République. Elle est présidentialiste. Il y a encore plus de pouvoir et le Parlement, globalement, est encore plus soumis. On vient d'en avoir un magnifique exemple, je pense. Pas besoin de m'étaler là-dessus. Et donc voilà, De Gaulle revient. De Gaulle dira « Vive l'Algérie française ». Il ne le dira qu'une fois en réalité. Mais il va tout de suite commencer à négocier avec les Algériens, avec les mouvements pro-Algérie française. Et ça va déboucher justement sur le putsch des généraux le 21 avril 61. Qu'est-ce que le putsch des généraux? Eh ben, le putsch des généraux, c'est en fait 4 généraux qui vont dire voilà, maintenant l'Algérie c'est un gouvernement provisoire, c'est un comité de salut public même. On a une référence à la Révolution. Et voilà, la Corse se rallie qu'au putsch pour De Gaulle. Et voilà, globalement, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Ça donne à peu près naissance à l'OS quelques mois plus tard. Mais voilà. C'est pas brillant. Ensuite, on a un référendum national en mars 62 qui est lancé. De Gaulle, aussi bonapartiste soit-il, a une conception, comment dit-on, plébiscitaire du pouvoir, voilà. C'est-à-dire qu'il va envoyer des plébiscites, c'est-à-dire que pour lui, un président doit être légitime à partir du moment où il est tout le temps élu. Voilà. Globalement, c'est sa vision. On pourrait en reparler après, si vous voulez. Mais, et donc, il lance un grand plébiscite national pour savoir si oui ou non les Français veulent que l'Algérie s'autodétermine. Il n'y a pas forcément de volonté. Et donc, le référendum sera fait en mars 62. En découlera donc les accords d'Évian le 18 mars 62, où le FLN et les autorités françaises et l'État français en fait vont dire un référendum va être organisé. Le référendum est organisé dans la foulée en 62. Également dans cette foulée, il y a des accords OS-FLN. Donc l'OS, malgré tout, reconnaît l'indépendance algérienne. Et donc,
on se réaxera uniquement sur la France. L'OAS, par exemple, si vous voulez, si vous voulez une illustration de ça, l'OAS, elle ne poursuivra pas d'opération en Algérie après l'indépendance. C'est assez important. C'est assez important de le noter. Parce qu'il y a des accords en fait avec cet État algérien où globalement l'OAS va reconnaître et l'OAS va petit à petit se retourner en métropole en fait. Et donc là on a la paix. Également on va reprendre des notions de Clausewitz. J'aime beaucoup Clausewitz. Où on a une paix positive et une paix négative à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire car comme dirait un ami à moi, les mots ont un sens. Une paix positive, c'est une paix dans laquelle on a une intégration des extrémistes, c'est-à-dire que tout le monde fait la paix. Comment on voit ça? Parce qu'il y a une intégration même des éléments les plus extrémistes du FLN, qui vont d'ailleurs en fait prendre le pas sur les éléments les plus modérés, ceux qui ont négocié avec les Français, vont par la suite en fait être exclus du FLN, mis sur le banc, etc. Ce sont les plus radicaux du FLN qui finiront par prendre le pouvoir en Algérie. Donc il y a une intégration des extrémistes, donc on parle de paix positive, car il n'y a pas de rancœur avec ceux de son propre camp. Mais il y a une certaine paix négative, car il y a des conflits intestins qui restent, à la fois avec la France, on a un fort ressentiment anti-français qui se développe, oui, car on a un roman national algérien qui se monte, et à la fois il y a toute une partie de la population qui est exclue de cette paix. Les harkis, les pieds noirs sont dans un premier temps vraiment exclus de la société algérienne, il y a des massacres qui sont faits, etc. C'est très très fort ce qui se passe. Également la religion qui a joué un fort rôle à la fois pendant la colonisation et pendant la guerre. L'islam, en fait, on va parler par exemple de djihad pour certains, carrément. On va parler de djihad justement pour certains qui vont voir en fait dans la guerre d'Algérie une guerre contre le colonisateur, etc. Enfin, une guerre coloniale. Enfin, on a le Portugal qui l'avait fait avant. Enfin bref. On va avoir une djihad, etc. Tandis que les Européens, eux, sont catholiques. Globalement, l'église algérienne ne s'étendra jamais trop au-delà des Européens. Suite à cela, on a le rapatriement en fait des pieds noirs au printemps-été 62 et enfin une reconnaissance de l'indépendance le 3 juillet 62 et ça marque à peu près la fin de la guerre d'Algérie. Et comme vous l'aurez compris, ça ne marque pas la fin par exemple de l'OAS qui mourra quelques années plus tard, ou même encore la fin des impacts de l'OAS, et d'ailleurs on vit encore dedans, des impacts n'importe de quoi de l'OAS, de la guerre d'Algérie, car on vit encore dedans et on appelle ça la 5ème République. Et donc voilà, on a fini avec le déroulement de la guerre d'Algérie, qui est, je trouve, le plus important et qui nous montre en fait plusieurs choses. La première chose qui nous manque, c'est que c'est pas une guerre au sens propre, c'est-à-dire que la France, comme on l'a entendu, a gagné militairement la guerre d'Algérie. Quand on lance les grandes opérations à la fois d'encadrement et de reconquête du désert, les groupes terroristes du FLN sont extrêmement affaiblis. Mais, politiquement, ils mettent en avant des gens qui ne sont pas forcément radicaux et qui n'ont pas le profil de combattants, et par la menace qu'ils font toujours un peu planer, le pouvoir finit par les écouter. Et on a également un soutien international qui est fort. Je rappelle qu'il y a les communistes dans le coin qui sont en fait la superpuissance du coin, hein, quand même. C'est pas n'importe quoi. Et donc voilà, le tableau est dressé. Vous comprenez donc pourquoi c'est important. Le fait qu'en fait que ce soit pas un conflit stricto sensus, au sens où on n'a pas une armée en face de nous, et ben ça fait planer en fait un constant état de guerre et un constant état de violence dans le pays. C'est une violence très larvée. Et donc cette violence larvée a un impact qui est très fort. Et d'ailleurs on peut en tirer les conclusions aujourd'hui, ce qui nous fait d'ailleurs glisser en fait dans la deuxième partie assez naturellement, qui est que ce sont des techniques qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et n'importe qui étudie la façon de faire la guerre aujourd'hui se rend compte que cette façon de faire la guerre vient de l'Algérie. On a beaucoup dit que ça vient de l'Indochine, etc. Chose qui, ma foi, peut être vraie, dans certains sens, car les communistes étaient une guérilla. Mais les communistes ont eu un soutien chinois très fort,
qui leur a envoyé une vraie armée, et la bataille par exemple de Dien Bien Phu est une bataille entre deux armées, que la France a perdue. Mais l'Algérie, il n'y a jamais eu de grande bataille rangée. Même la bataille d'Algérie, la bataille d'Alger, etc., qu'on qualifie de bataille, ce ne sont pas des batailles stricto sensus. Voilà. Ça nous montre en fait un enjeu qui est très important, qui est que quand vous étudiez la guérilla, quand vous étudiez la façon de faire la guerre aujourd'hui, vous vous rendez compte que des guerres asymétriques, donc avec un belligérant très puissant, très fort, comparé à son adversaire qui est extrêmement faible, c'est aujourd'hui la façon de faire la guerre. La façon de faire la guerre, aujourd'hui, c'est cette guerre-là. C'est une guerre irrégulière, c'est-à-dire où les affrontements ne sont pas continus, mais larvés et avec un impact. Si vous avez déjà lancé un caillou dans l'eau, l'impact est petit, mais les ondes sont énormes. Et ben en fait, c'est ça une guerre irrégulière. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous pouvez constater que en Algérie, l'armée française est très puissante, elle est très organisée. Elle est affaiblie, certes, au point de vue international, mais elle reste puissante. On est quand même sur une armée puissante. Face à des groupes qui... Punaise, ils vivent dans le désert. Ils ont une vie dans le désert, ils ont des armes rustiques, et c'est extrêmement régulier. Et pourquoi ces gars-là, qui pourtant n'ont pas beaucoup de moyens par rapport à l'armée française, arrivent à tenir tête? C'est parce qu'ils développent des techniques qui ont été vues dans la guerre d'Espagne sous Napoléon, en Indochine, qui commencent à apparaître. Également, ça s'est vu en Afghanistan face aux soviétiques. Ça se verra plus tard, pardon, j'ai confondu. Et aujourd'hui, quand on remarque, c'est la façon de faire la guerre actuelle. Il n'y a plus, ou il y a très peu, de guerres comme ça. Et d'ailleurs, l'Ukraine a fait démentir ça, parce que beaucoup de entre guillemets, spécialistes disaient la guerre aujourd'hui, ce ne sont que des affrontements asymétriques, etc. Et la guerre en Ukraine nous a un peu rappelé les affrontements de haute intensité là-dessus. Également, on voit les prémices en fait d'un panarabisme, pas d'un nationalisme arabe, mais plutôt d'une idée de ce qu'est le monde arabe. Parce que quasiment tous les pays en fait arabes vont soutenir l'Algérie, vont soutenir les rebelles d'Algérie, et en fait tous ces pays arabes-là sont déjà unis par rapport à la Palestine, par rapport au conflit israélo-palestinien, qui continuera d'ailleurs plus tard, mais l'Algérie, ça va aussi être un événement charnière. Je rappelle qu'il y a l'islam en fait aussi qui rentre en jeu dans la guerre d'Algérie. Pour certains, on va faire le djihad contre le porc blanc. On va faire le djihad contre le salaud de colon. Mais aujourd'hui, ce sont des rhétoriques qu'on a encore. Alors, on le voit beaucoup plus avec l'illustration de la Palestine, avec les drapeaux palestiniens sortis très rapidement pour un peu illustrer le panarabisme. Mais à l'époque, c'est le drapeau algérien. Parce que on va faire la guerre, etc. C'est ça le panarabisme. Ce sont des leçons qu'on doit encore tirer aujourd'hui. Il n'y a pas de panarabisme aussi fort et d'idées arabes, au sens large du terme, et au sens trivial du terme, sans la guerre d'Algérie. Également, et ça me permettra de glisser un peu vers une sous-partie qui est le conflit mémoriel, également, il n'y a pas de mémoire commune des immigrés sans la guerre d'Algérie. En effet, comme j'ai dit, on a à la fois les pieds noirs qui remontent, mais à la fois on a une idée que la France reste la métropole, reste très riche, etc. Et ça a beaucoup soudé, en fait. À la fois en Algérie, avec un roman national qui se développe, l'Algérie devient une dictature très rapidement. Ensuite, on glissera vers des années plus sombres dans les années 90, mais avec, à la suite de cette guerre civile-là, dans les années 90, qu'on appelle la décennie noire en Algérie, à la suite de ces événements-là, ce roman national-là anti-français va renaître de ses cendres. Vous buvez juste un petit coup pour mieux vous parler de la suite. Et donc, à partir de ce moment-là, ce roman national va être dirigé contre la France. C'est-à-dire que la France a détruit l'Algérie, on ne parle jamais de tiens, la France en fait donne ses frontières actuelles à l'Algérie. C'est bizarre, il y a une frontière toute droite au sud de l'Algérie. C'est droit. C'est la règle, hein, honnêtement. Mais non, c'est naturel, etc. La France a détruit l'Algérie, etc. On a cette rhétorique-là qui se met en place par la dictature algérienne et qui est très acceptée en fait par le public.
en tout cas par la population algérienne, parce que on a enfin un élément commun en fait à cette population algérienne, qui est, je rappelle, très divisée entre les islamistes et les nationalistes algériens en fait à ce moment-là, à la suite en fait de la décennie noire. Et en fait, cette haine anti-française permet en fait de regrouper un peu tout le monde et du coup de un peu souder cette nation algérienne. Et en France, on a une mémoire qui va s'oublier. Et je rappelle qu'on a des mémoires très différentes. C'est bête, je vais prendre encore mon exemple, et c'est assez trivial, mais par exemple, moi je suis entre deux mémoires. Parce que j'ai à la fois un grand-père donc, qui a fait la guerre d'Algérie dans le contingent, qui a une certaine mémoire de ce qu'était la guerre d'Algérie, de ce qu'était la guerre d'Algérie, de ce qu'était le réel de la guerre d'Algérie, et l'action française qui m'amène une autre mémoire de ce qu'étaient les gens de l'OAS, de ce qu'était la volonté profondément d'Algérie française. Chose que par exemple, beaucoup de gens du contingent n'avaient pas forcément, dont mon grand-père. Mon grand-père n'avait pas une volonté d'Algérie française plus marquée que ça. Et rien que ce ballottage des mémoires, qui est certes minime, hein, qui est pas handicapant, et ben imaginez-le sur des millions de personnes. Le contingent, c'est 3 millions de personnes en Algérie quand même. C'est 3 millions de soldats. Entre 54, 55 et 62. C'est pas mal quand même. 3 millions, donc vous imaginez quand même des mémoires très différentes. Également, entre les soldats du contingent et les harkis, bah, la mémoire va être différente parce que les demandes vont être différentes. La France va très mal accueillir les harkis en fait quand ils vont arriver le peu qui vont arriver en France. Et donc les harkis vont être un peu ballottés et la France va essayer un peu d'oublier ce qu'elle a fait subir aux harkis, un peu de l'abandon en fait des harkis. Et donc va y avoir un conflit mémoriel déjà entre la France et l'Algérie, car l'Algérie en fait par son roman national va dire qu'il y a eu des crimes de guerre, il y a eu beaucoup de choses, voilà. On va déterrer en fait tout plein de vieux dossiers, on va tout faire pour faire éclater des affaires, pour souder les Algériens face à la France. Et la France, dans le même temps, a des conflits à la fois avec l'Algérie, comme je l'ai dit, parce qu'on ne veut pas forcément reconnaître les torts de l'armée, en tout cas dans un premier temps, et on voit par la suite comment ça évolue. Mais entre les Français eux-mêmes, on a un très fort esprit de parti. On dira merci à la République pour ça, mais on a un esprit de parti très fort. Et donc, le contingent, les harkis, les anciens de l'OS, et même la population civile qui a été épuisée par la guerre, en fait, chacun a un peu ses intérêts, chacun les défend. Et du coup, ça fait que dans un premier temps, on ne parle pas de la guerre d'Algérie. On a fait l'Algérie, mais on n'est pas, on n'est pas impliqué à terme pour l'Algérie. On va un peu la population, la masse en fait veut globalement oublier l'Algérie parce que ça a été sanglant, parce qu'il y a eu des attentats, etc. Et donc, on a déjà ces conflits-là. Et donc, en France, on va avoir du mal à avancer. En Algérie aussi, ils vont rester bloqués. On a bien eu le rapport Stora qui est sorti en 2020. Il a été commandé en fait en 2020 et il est sorti à peu près en 2021, je crois. Oui, nous sommes en 2021, en 2021. Globalement, ça a été une commande de la République, d'Emmanuel Macron d'ailleurs précisément, pour un peu comprendre la guerre d'Algérie et comprendre en fait les implications. Donc c'est l'historien donc Stéphane Stora qui est considéré un peu comme un spécialiste de cette période qui va avoir la tâche de le faire. Globalement, on va avoir dit que pendant très longtemps en France, on a voulu juste des opérations de pacification, qu'il n'y avait pas de volonté de faire la guerre, etc. Mais voilà. On veut un véritable programme aujourd'hui de réconciliation entre la France et l'Algérie. La République veut vraiment une réconciliation avec l'Algérie parce que tout le monde doit être gentil, etc. On a cessé le réalisme en politique étrangère pour passer à une politique aujourd'hui, enfin, aux États-Unis ils appellent ça libéral, c'est-à-dire où on met en fait de l'idéologie dans les relations internationales. Et en France, on commence à glisser vers cela parce que là où l'Algérie, en fait, factuellement, si on ne parle pas de la guerre d'Algérie, les Algériens vont rester dans leur roman national et nous, on va rester avec nos conflits entre nous qui se règlent entre nous. Mais vu qu'on va être gentil avec tout le monde et qu'on veut plus passer pour les méchants colons, ce qui est faux, qui plus est, je pense que petite pub pour le CMRDS, on vous l'a expliqué suffisamment au CMRDS. On arrive
à demander à ce que l'Algérie demande pardon, en fait, à l'Algérie. Et inversement, enfin, surtout l'Algérie en fait demande pardon à la France. Mais du coup, on veut ce véritable programme de conciliation. On veut panser les plaies, on veut que tout le monde soit gentil, etc. Mais on sortira le rapport Stora pour. Alors, le rapport Stora, d'ailleurs très important à noter, est un rapport transméditerranéen. C'est-à-dire qu'il y a le rapport Stora en France, mais il était censé avoir un rapport Stora en Algérie, qui ne porte pas ce nom-là, qui est fait par un historien algérien. Mais bizarrement, le rapport en fait n'est jamais sorti. Parce que les Algériens ont refusé d'ouvrir les archives, parce que c'est beaucoup de choses comme ça. Et donc voilà, c'est un rapport qui va être très critiqué par les anciens combattants notamment, parce que Benjamin Stora va pas forcément appliquer sur leur mémoire à eux, mais sur une mémoire assez collective, sur la mémoire internationale, etc. Telles va être en fait les conséquences du rapport Stora, qui par la situation actuelle est un peu mis dans un tiroir en fait. Et cet effet un peu traumatisant ne fait pas forcément évoluer les choses. Et donc ça, ce sont les conséquences politiques assez classiques de la guerre d'Algérie, mais il y a des conséquences politiques un peu plus, on va dire, profondes. Je vais pas vous parler de la 5ème République, parce que je pense que vous avez compris que la 5ème République naît de la volonté de De Gaulle, qui revient grâce à la guerre d'Algérie, et grâce en fait à la présidentialisation induite par la conduite d'une guerre. La 5ème République prendra cette marque-là, même si dans les textes elle est parlementaire, dans les faits elle est présidentialiste. On pourra en discuter d'ailleurs après. Et donc les différentes populations vont être très marquées, mais le camp national aussi va être marqué. Bah oui, on est quand même à l'Action française, et donc nous sommes nationalistes intégraux, et donc nous sommes dans le camp national, hein, globalement. Mais notre camp est très marqué par l'Algérie, et c'est d'ailleurs un basculement qui s'opère, c'est-à-dire que globalement de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la guerre d'Algérie, l'opposition dans le camp national, c'est les anciens vichistes et les anciens résistants. Il y a eu des royalistes dans la résistance, il y a eu des royalistes dans Vichy, on s'oppose, etc. C'est marquant, il y a une grande cassure dans notre camp. Mais avec la guerre d'Algérie, tout change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gauchos adorent traiter les nations de oui, vous êtes des collabos, etc. Non. Factuellement, vous trompez de division. Parce que la division la plus importante, c'est dans la guerre d'Algérie, entre les pros de Gaulle, les pros plus largement indépendance algérienne, et les pros Algérie française. Et aujourd'hui, c'est un clivage politique qui, malgré tout ce qu'on va dire, existe encore. Alors il est peu aussi franc, hein, j'avoue que je me bats pas pour l'Algérie française dans mon combat politique. Mais c'est un clivage qui existe par exemple entre en tout cas dans la droite entre guillemets, qu'elle soit parlementaire ou non, entre LR et Reconquête. Et on voit un peu cette différence, notamment idéologique. Alors c'est beaucoup moins marqué, et quand j'étaillerai mon propos vous comprendrez. Par exemple, entre LR et le RN, cette opposition Algérie française et De Gaulle, elle est assez marquée. Pourquoi ? Parce que à la fois on a l'échec de l'homme providentiel, c'est-à-dire que De Gaulle, d'un consensus commun, c'est l'homme providentiel, c'est l'homme qui a libéré la France dans la mémoire collective. Et il va enfin renaître, il va revenir, youpi, et il va sauver l'Algérie française. Mais il va abandonner l'Algérie. Et on va avoir ce bloc à droite. Et pourquoi l'OS, donc Organisation Armée Secrète, aura cette référence à la résistance? C'est parce qu'on veut résister à un pouvoir qui, une fois de plus, a glissé vers la collaboration avec l'ennemi. L'ennemi qui n'est plus l'allemand, mais le FLN. Et beaucoup d'anciens de la résistance vont re-rentrer en résistance. Et beaucoup d'anciens vichistes qui sont installés maintenant dans les institutions, qui ne sont plus vichistes foncièrement, vont suivre De Gaulle.
cette cassure, on rebat les cartes, si vous voulez. Et cette opposition existe encore dans le champ politique. Bien plus cachée, mais par exemple, entre un discours d'un LR qui est très axé sur le parlementarisme, beaucoup de LR sont très garants du parlementarisme, etc. On l'a bien vu pendant la motion de censure. Si autant n'ont pas voté cette motion de censure, c'est parce qu'ils ont peur de quelque chose qui s'appelle l'instabilité parlementaire. Ça fait bizarre pour des parlementaristes, mais en fait, c'est ce qui a décrédibilisé la Troisième République dans la mémoire collective, donc ils veulent l'éviter. Également, par contre, de l'autre côté, on a Reconquête, et elle a un discours bien plus radical. Et en fait, cette radicalité contre un parlementarisme et contre un étatisme, eh ben, ce sont des choses, ce sont des leçons politiques qui existent encore actuellement. Qui étaient les institutionnalistes et les parlementaristes? Ce sont ceux qui ont voté pour De Gaulle à l'Assemblée. Ce sont ceux qui ont soutenu De Gaulle en métropole. D'ailleurs, en métropole, on a toujours soutenu De Gaulle. Tandis qu'en Algérie, c'est bien plus nuancé. Et donc, à contrario, on a des plus radicaux, des bien moins étatistes, qui, à partir de ce moment-là, en fait, vont renaître et qui peuvent être d'anciens résistants comme d'anciens collabos. Et donc, aujourd'hui, dans cette opposition et dans le camp national, globalement, on descend beaucoup plus de l'OS que de la résistance ou de Vichy. On descend beaucoup plus de cette OS-là que d'un parlementarisme providentialiste. Et d'ailleurs, dans la critique de Maurras, parce qu'on est quand même à l'Action française, je le répète et j'aime le dire, dans la critique de Maurras de l'homme providentiel, eh ben, c'est typiquement ce qui se passe en Algérie. On voit dans un homme providentiel le fait que le gars va sauver la France, va tout relever à lui tout seul, etc. Pour finalement, soit que c'est un échec à court moyen terme, soit c'est un échec à long terme parce que le mec ne va pas pouvoir transmettre sa légitimité. Bon, bah là, il s'avère que c'est un échec sur le court moyen terme. Et cette leçon politique existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'a vu avec Reconquête. Si Reconquête voit en Zemmour l'homme providentiel, c'est une mémoire qui vient de la guerre d'Algérie. C'est une... je dis mémoire parce que ce n'est pas l'histoire qui est le fait de relater les faits de manière scientifique. C'est une mémoire, c'est-à-dire le fait de se souvenir d'une certaine façon. Et d'ailleurs, les historiens travaillent sur des mémoires pour les compiler et en faire l'histoire. Ça peut venir de beaucoup de choses. On pourra en reparler plus tard si vous voulez. Et donc cette opposition existe encore. Et cette opposition ne vient pas du régime de Vichy, elle vient de la guerre d'Algérie. Également, beaucoup du nationalisme français, dans son folklore militant, vient de l'Algérie, en fait. Pourquoi ? Parce que le folklore militant antérieur est certes toujours présent, mais on a un souvenir bien plus vif de la guerre d'Algérie. Et on a une partie du folklore militant qui découle directement de cette parole-là. Par les chants, par les attitudes, etc. Qui ne sont pas tant des attitudes de résistants, de collabos, de machin, de trucs. Non, ce sont des attitudes de militants nationalistes des années 50-60. Et même si j'observe, et en tout cas, attention, c'est un point de vue personnel là-dessus, j'observe un retour vers un folklore militant bien plus antérieur, c'est-à-dire début 20e jusqu'à peu près les années 30, eh ben, on est quand même très marqué dans notre folklore militant, avant tout par la guerre d'Algérie. Et de ce marquage entre guillemets, eh ben, nos héros ont changé quelque part. Même si on a un retour et on est sûrement à une période qui, si je faisais des études de sociologie, serait très intéressante à étudier de la part du folklore militant. Et si vous vous demandez, oui, il y a vraiment des sociologues qui s'intéressent au folklore militant et aux carrières militantes, mais on pourrait en reparler une autre fois. Également, c'est une période charnière dans le nationalisme, parce que il y a un nationalisme algérien qui naît, et sur quoi il se base? Sur la religion. Et sur l'ethnie. On imagine une ethnie algérienne, en fait. Et c'est très marquant parce que le nationalisme, en fait, sort de ses frontières européennes
Et on commence à avoir un nationalisme qui s'implante en fait dans les ex-colonies, etc. Et c'est très important pour nous comme leçon à retenir, c'est-à-dire que il y a d'autres nationalismes. Il y a d'autres nationalismes, au point de vue international en tout cas, j'entends, qui on voit au chapitre. Ce sont des leçons qui sont importantes à retenir. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que peut naître un nationalisme historique, même si bâti faussement. Le nationalisme algérien se base sur un roman national algérien antérieur à la guerre d'Algérie. On ne veut pas admettre que la France a construit l'Algérie, par exemple. Voilà. Enfin, et pour un peu finir, l'histoire et la mémoire, aujourd'hui on commence à y voir plus clair, mais on a toujours des conflits qui sont un peu latents entre la France et l'Algérie, et un jour je pense qu'il faudra ouvrir la boîte de Pandore, et que les Algériens ne sont pas prêts pour ça, et tant que les Algériens n'ouvriront pas leurs archives et n'argumenteront pas, et qu'il n'y aura pas de rapport honnête avec l'Algérie, cette guerre d'Algérie restera très longtemps la bête noire des rapports franco-algériens ou même franco-coloniaux ou néo-coloniaux. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, Émile l'a rappelé, c'est questions-conférences, et puis voilà. Bien, merci Pierre pour ta conférence. On a une première question de Brice de Strasbourg qui te demande: la non-dénonciation des membres de l'OAS en Algérie, à la différence de ce qui se faisait en métropole, n'est-elle pas due à la volonté des Pieds-Noirs eux-mêmes de garder l'Algérie française ? Oui, exactement. Pardon, je buvais un coup et je réfléchissais en même temps à la question. Oui, exactement. C'est parce qu'il y avait un intérêt en Algérie à l'OAS que l'OAS a pu vivre. D'ailleurs, ce n'est pas que l'intérêt des Pieds-Noirs. C'est ça qu'il faut quand même aussi se souvenir. Si l'OAS est présente autant dans les institutions, d'ailleurs je vous recommande le livre qui est derrière moi dans ma bibliothèque, que vous pouvez voir du coup, et que je ne peux pas aller chercher, qui s'appelle Commando Delta, mémoire d'un ancien Ops de l'OAS, où en fait on se rend compte en lisant ce livre, qui est le témoignage en fait d'un ancien de l'OAS, en fait ça va bien au-delà des Pieds-Noirs. C'est toute l'armée, c'est toute la police, ce qu'on appelle aujourd'hui les RG aussi. Tout le monde sait qui est l'OAS, mais c'est utile à tout le monde. C'est utile à tout le monde l'OAS. Et en tout cas en Algérie. Et c'est d'ailleurs l'inverse en métropole. En métropole, la population civile et les institutions détestent l'OAS. Et c'est pour ça que l'OAS, en fait, montre bien cette cassure entre pays réel et pays illégal. Et j'ai toute une conférence là-dessus, pour ceux qui se demandent, entre le pays illégal et le pays réel. C'est-à-dire que on voit par cette opposition une opposition armée entre un pays légal qui poursuit ses propres intérêts, qui sont ceux de l'abandon de l'Algérie, et un pays réel qui, en tout cas en Algérie, la métropole est différente, mais qui en tout cas en Algérie ne veut pas cette indépendance. La plupart de la population civile soit s'en fout de l'indépendance, soit est pour, mais parce qu'ils veulent l'arrêt des attentats, soit est contre, en fait. Donc ça va bien au-delà des Pieds-Noirs. Merci Pierre pour ta réponse. Une deuxième question, cette fois-ci d'Alexandre qui nous vient de Lille et qui te demande si on a une idée du nombre de personnes qui sont décédées durant cette guerre. C'est très compliqué. C'est assez compliqué pour une raison simple, qui est que déjà on ne sait pas quand est-ce que commence la guerre. Donc est-ce que les premiers attentats, donc entre 45 et 52, sont de cette guerre ? On ne peut pas chiffrer la guerre d'Algérie. Déjà parce que qui on compte ? Compte-t-on les morts des attentats ? Ah non, ce sont des attentats. C'est très compliqué. On parle globalement. Les pertes militaires françaises, c'est 25 000 morts. C'est 15 000 morts au combat, 65 000 blessés et 483 disparus. L'Algérie, à l'avant des chiffres complètement pétés, genre 500 000 morts, ensuite on s'est calmé, ensuite il y a énormément de choses, on ne peut pas savoir. Les harkis par exemple vont être massacrés entre 30 000 et 150 000,
Entre le 19 mars et 31 décembre 62, où l'Algérie est effectivement indépendante, c'est jusqu'à 900 000 morts, diront certains, c'est 745 de retrouvés. L'Algérie va accuser la France d'avoir fait des charniers, la France va accuser l'Algérie d'avoir fait des charniers. On ne peut pas savoir, mais pour te donner un ordre d'idée, globalement, c'est plusieurs dizaines de milliers. Très bien, merci Pierre pour ta réponse. Une troisième question qui nous vient du Qatar, encore une fois de Lille, un autre Lillois, qui demande pourquoi la protection des Français pieds noirs et harkis n'a pas été prévue et ou respectée dans les accords d'Évian. Parce que c'était pas utile. Je rappelle que De Gaulle a une conception bonapartiste du pouvoir, et que dans cette conception, on est légitime car on est plébiscité, c'est-à-dire que on est légitime parce qu'on est régulièrement, on fait voter régulièrement le peuple, et donc par ces votes réguliers, on est légitime car on est toujours reconduit. Mais si les gens d'Algérie, ces pieds noirs, les harkis, ne sont plus une base électorale, on s'en fiche un peu, Il y a une protection qui est prévue au début. Jusque dans les années 63-64, il y a des militaires français, mais qui, tu te doutes que s'ils agissent, c'est un peu complexe. Elle est prévue, mais elle n'est pas effective, parce que déjà, il n'y a pas assez de soldats français, et elle n'est pas utile à la France qui, au sortir de la guerre, veut très vite oublier, et qui, en plus, n'est pas une base électorale. Bien, merci Pierre pour ta réponse. Une question d'Alexandre de Lille qui demande « Y a-t-il eu une négociation de l'indépendance de l'Algérie par les élites algériennes avant la guerre ?» On a des tentatives, on a des questionnements sur l'Algérie par les élites algériennes, mais l'Algérie c'est la France. Donc les élites algéroises d'Alger ou les élites d'Oran, etc., on les prend pas au sérieux, on va pas négocier avec elles. C'est comme si aujourd'hui on disait allons négocier avec les élites de Savoie ou les élites parisiennes ça compte pas, mais les élites bretonnes, voilà, pour leur indépendance. Merci Pierre pour ta réponse. Une autre question du Qatar de Lille qui demande dans la droite des partis, Reconquête n'a-t-elle pas justement l'opportunité de réconcilier cette scission OAS gaulliste? Non, car Reconquête reste parlementariste. C'est-à-dire qu'ils sont quand même du pays légal. Ils veulent prendre le contrôle juste du pays légal. Et l'OAS, ce n'est, parce que ça n'a jamais été, ça n'avait pas pour vocation d'être, un pays légal. Et donc cette scission OAS gaulliste, elle existera tant qu'il y aura le mythe de l'homme providentiel algérien. Il est donc impossible à Reconquête de calmer cette scission, car déjà Reconquête est un parti avec un esprit de parti. L'OAS n'a pas d'esprit de parti. Ils étaient nationalistes, et tout bon nationaliste se doit de ne pas avoir d'esprit partisan, au sens républicain du terme. Et au-delà de ça, cette scission vient du fait que De Gaulle est vu comme l'homme providentiel. L'OAS ne veut pas de cet homme providentiel. Et Reconquête, par cet aspect où Zemmour est l'homme providentiel, ah ouais, d'accord. On a le même état d'esprit que certains gaullistes. Et d'ailleurs, ce que dira Zemmour plusieurs fois, je suis le nouveau RPR, etc. Merci Pierre pour ta réponse. Une autre question qui nous vient de Brice de Strasbourg, qui demande « Ne penses-tu pas que le véritable homme providentiel à venir sera celui qui, un peu à l'image de De Gaulle, sera capable d'être au-dessus des partis, au-dessus des idéologies ?» On a toute une question en fait sur l'homme providentiel. Qu'est-ce que l'homme providentiel? Comment, qui est-il, etc. Cet homme providentiel-là, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Brice. Je pense que cet homme-là sera un homme qui sera vu comme au-delà des partis, au-delà des clivages, un homme de la France. Et là je vais paraphraser De Gaulle. La France c'est pas la gauche, la France c'est pas la droite, la France c'est la France. Je suis étonnamment d'accord avec De Gaulle pour une fois. Et cet homme providentiel-là sera un homme qui incarne la France. Mais attention à l'homme providentiel. On verra cet homme providentiel-là comme ni de droite ni de gauche, sauf qu'aujourd'hui, par une dépolitisation populaire et une radicalisation progressive de la vie politique, et une polarisation en trois pôles, cet homme providentiel-là aura beaucoup plus de mal à naître. De Gaulle, il naît dans une période
où il n'y a plus de parti, où la gauche et la droite, ça ne veut matériellement rien dire. Aujourd'hui, gauche et droite, ça ne veut matériellement rien dire. Par contre, progressistes internationalistes, libéraux, nationaux, ce sont des pôles qui commencent à se former. Et comment un homme providentiel peut-il apparaître dans l'un de ces pôles? Ça, c'est tout un questionnement, et seul l'avenir nous le dira. Merci Pierre pour ta réponse. On a une question de Sir Hiram de Paris qui demande: le problème de la reconnaissance mémorielle n'est-il pas problématique dans le fait qu'elle ne s'effectue que d'un seul côté, servant une position victimaire algérienne, servant leur roman national au travers d'une rente mémorielle et permettant de nous offrir à encore plus de critiques internes comme externes? Ah mais complètement. Le problème de la reconnaissance mémorielle, on le voit typiquement avec le rapport Stora, c'est une reconnaissance mémorielle unilatérale. Le rapport Stora est pensé pour qu'il y ait un rapport de chaque côté de la Méditerranée, mais le seul rapport de produit et le seul rapport à peu près neutre quand même si critiquable, qui est le rapport Stora, la France a ouvert ses archives à Benjamin Stora. Ça sert complètement leur rente mémorielle. Et justement, ça nous fait vivre complètement. Ça nous fait vivre complètement dans cette dépendance mémorielle. Cependant, je ne pense pas que ce soit voulu pour nous diviser. Qui était un peu la dernière partie de ta question, que ça alimente les critiques internes ou externes. Je ne pense pas que ce soit fait pour nous diviser. Pour une raison très simple, l'Algérie n'a pas foncièrement besoin de nous diviser et n'a pas foncièrement besoin qu'on soit désunis. Ce ne sont pas dans leurs intérêts, hein, globalement. Si c'est une conséquence, je pense qu'ils sont très contents, mais si c'est un peu de fait, ok, très bien. Si ça n'avait pas été là, ok. Il n'y a pas de volonté de diviser. Il n'y a pas on ne veut pas diviser pour mieux régner. L'Algérie ne veut pas prendre le contrôle de la France. En tout cas, pas son État. Mais sinon, oui, si, complètement. Bien, merci Pierre pour ta réponse. Une question de Gio Dil Cagliari qui demande: pouvons-nous faire une analogie entre la situation d'avant-guerre en Algérie et la situation que peut connaître la France avec la montée de l'islamisme? Oui et non. Pourquoi oui? Parce qu'on va reprendre les mots de Maurras, la France qui se fait... Qui est la colonie de qui? Et donc oui, il y a des risques. Pourquoi? Parce que la France se fait coloniser, se fait petit à petit englober. Il y a un peuplement étranger qui est fait, certes, mais c'est incomparable. Déjà parce que, premièrement, il n'y a pas de différence en droit des individus. C'est-à-dire qu'un immigré, factuellement, par le droit du sol, par toutes ces choses-là, très facilement acquiert la nationalité française qui, de droit, est identique à la nationalité française que Monsieur Dupont a depuis 14 générations. Donc de fait, malgré des questionnements qui peuvent être faits, on n'a pas une situation qui est comparable. Même si sur beaucoup d'aspects elle l'est. Une colonisation qui est faite, une montée d'islamisme aussi, et une radicalisation des positions. Les musulmans n'ont pas intérêt à un scénario similaire. Pourquoi? Parce que déjà la France est encore forte quelque part et son système politico-administratif est encore ancré. Et en Algérie, il n'y avait pas cet ancrage profond. Et en plus, il n'y a pas de différence en fait entre les individus, en tout cas en droit. Très bien, merci Pierre pour cette réponse. Une question d'Alexandre qui demande: si on paye aujourd'hui la guerre d'Algérie, ne paye-t-on pas aussi la fin d'un empire ottoman avec qui on pouvait discuter diplomatiquement? Avec la guerre d'Algérie, on paye énormément de choses. Effectivement, on paye la fin d'un empire musulman avec lequel
on pouvait s'entendre, donc l'Empire ottoman. En fait, on paye le colonialisme républicain. La guerre d'Algérie est une conséquence du colonialisme républicain. Je l'ai pas évoqué parce que ça n'avait pas lieu d'être, je pense, qui est que l'Algérie, on a un ressentiment anti-français qui est latent, même si très minime, avant, pour une raison toute simple. Qui est, on a remplacé les élites françaises algériennes, on est passé de militaires respectés, parce qu'ils avaient vaincu, etc., à des administrateurs métropolitains, un peu OSEF. Et du coup, on paye en fait la fin d'une discussion d'État à État, comme tu l'as dit, je suis d'accord, avec une discussion entre la masse algérienne et l'État français. Sauf que la discussion entre la masse et un État ne peut aboutir qu'à soit la répression et l'instauration d'un État totalitaire, soit des solutions qui sont demandées par la masse. Et c'est d'ailleurs pour ça, en tout cas à titre personnel, que je pense que la masse doit être royalisée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être hostile. Elle ne doit pas être hostile à l'idée royaliste, parce que la masse ne doit jamais s'opposer au pays réel. Enfin, la masse ne doit jamais s'opposer au pays légal. Bien, merci Pierre pour cette réponse. Une question du Qatar qui demande pourquoi y a-t-il un attachement aussi fort des milieux nationalistes, notamment Daesh, pour cette Algérie qui n'a été dans l'histoire qu'une colonie républicaine. Nous sommes des romantiques qui faisons tout pour ne pas être romantiques, comme a dit mon chef de fédération une fois. C'est-à-dire que nous sommes très attachés à notre folklore militant. C'est-à-dire comme l'ont fait des chercheurs entre guillemets et j'ai perdu le nom, et des philosophes, etc. Par exemple, Marx sera foncièrement opposé au symbole et au folklore militant, car il dira en fait que c'est une aliénation, etc. Mais nous sommes évidemment l'opposé des marxistes. Maurras étant d'après moi l'anti-Marx. C'est-à-dire que nous sommes très attachés au symbole. Et nous sommes très attachés à notre folklore militant. Tout ce qui constitue notre identité propre en tant que groupe humain, et ben en fait, de ce groupe humain naît des traditions, naît des choses. Et dans le milieu nationaliste, nous sommes très sentimentaux vis-à-vis de ça. Nous sommes très attachés, nous aimons ça. Pourquoi ? Non pas parce que c'est marrant, lol, vive l'Algérie française, etc. Non. Nous sommes très attachés à ça, car ça constitue notre identité humaine. Et tout groupe humain à peu près sain a besoin d'identité. Les mecs de cité ont leur identité. Ils ont leur histoire, qui est discutable, hein. On peut discuter de l'intérêt de ces choses-là, et que est-ce que ça ressemble pas plutôt à un champ en jachère qu'à une belle culture. Mais tout le monde en fait a une culture et tout le monde a une identité. Celui qui n'a pas d'identité est un danger. On l'a bien vu d'ailleurs lors des dernières élections, là sur la réforme des retraites. Pour être allé tracter, je peux vous assurer que les gens sans identité et sans foncièrement comment dit-on, sans forcément d'idées profondes et d'identité commune, sont les plus dangereux. Ce sont ceux à chaque fois qui nous disaient que nous étions d'immondes feignants à être opposés à la réforme des retraites. Mais pourquoi on a un attachement si fort ? C'est parce que nous sommes extrêmement romantiques dans l'âme. Et cette identité est extrêmement importante. Les mecs de cité ont leur culture. Les gauchos ont leur culture. Regardez, j'ai souvent un stand de lutte ouvrière pas loin de chez moi. Les mecs, même s'il y a beaucoup de femmes, les hommes et les femmes, pardon, en fait, ont leur culture. Ils ont leur chant, ils ont leur mythe, ils ont leur symbole. Et ça fait d'eux un groupe uni, un groupe audible. Et ce qui fait la force du nationalisme, notamment à l'AF, c'est ce fort esprit de groupe, ce fort esprit de corps, en fait. Et par le fait que nous formions corps, on a besoin de ciment. Et ce ciment, comme je l'ai dit, le plus récent et le plus marquant récemment, c'est l'Algérie française. C'est cette lutte pour l'Algérie française. Ce n'est pas les choses qui ont succédé. Mais
si par exemple la Jeanne interdite ou mai 68 à l'AF ou encore une campagne du PNJ aujourd'hui, imaginons, arriver à nous ancrer dans notre psyché, et ben on aurait un fort attachement également à ces choses-là. Et pourquoi avec une colonie républicaine? C'est parce que on ne voit pas l'Algérie comme une colonie. En tout cas, l'AF ne voyait pas l'Algérie comme une colonie, et donc on voulait lutter en fait pour cette Algérie. En fait, par exemple, il n'y a pas du tout le même ressentiment avec l'Indochine, par exemple. Bien, merci Pierre pour ta conférence, c'était très intéressant. Merci aux auditeurs pour leur présence. Je rappelle qu'ils peuvent nous retrouver hebdomadairement sur l'Institut d'Action Française pour écouter des conférences avec des sujets très variés, par des spécialistes, par des écrivains ou bien par des militants. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée.